votre excellente présentation. C'est un thème très intéressant, très utile dans notre pratique quotidienne et très intrigué. Vous avez fait avec une maîtrise d'Aribac. Bonne continuation, Inch'Allah. J'ai quelques questions. Première question, est-ce qu'on aura le droit de demander des fibroscopies œsogastrodiodénales sans faire de biopsie? Parce que j'ai envoyé des patients, j'ai eu 2 ou 3 cas cette année, à l'hôpital civil. Ils font la fibro, mais il n'y a pas de biopsie. Pourquoi recherche de HP? Pourquoi vous voulez faire la biopsie? Parce que déjà l'anémie elle est sévère, la patiente elle souffre des vomissements, nausées, tout le temps depuis 2 ans, l'hémoglobine à 6,5, avec perte de poids de 10 kg, donc elle est terrible. Ok. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question par rapport à l'insuffisance rénale. Oui. Vous avez précisé que l'insuffisance rénale, est-ce que toute insuffisance rénale, parce qu'on sait avec la classification Cardigo, il y a les 4 stades, ou plutôt les 5 stades. Donc est-ce que l'insuffisance rénale, stade 1, stade 2, stade 3, on doit les supplémenter? Parce qu'on sait stade 4 et 5, c'est connu, déjà on a besoin d'un avis en effort. Mais il y a le stade 1, stade 2, stade 3. Surtout stade 3A, c'est des patients qui sont parmi nous, c'est des diabétiques, hypertendus, âgés. Est-ce qu'on a besoin de les suppléments? Donc, ça c'est la deuxième question. Oui. Par rapport aux bêta-thalassémies mineures, il y a beaucoup de patients dans la nature actuellement, on trouve des bêta-thalassémies mineures. Il y a toujours cette histoire d'enquête familiale, elle ne se fait pas. Quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est la dernière ou nous c'est un sujet qu'on doit faire plusieurs sessions dans la limite. On fait un contrat. Oui, on fait une RCP. Ah oui, c'est excellent. D'accord. On répond aux 3 questions. Alors, on commence par la bêta-thalassémie. Je crois que rien ne peut justifier la non-pratique des des protéines chez ces malades, des chez ces malades-là, parce que ça rentre dans le cadre de la prévention des bêta-thalassémies homozygotes. Donc c'est pas un problème d'indication, c'est un problème de faisabilité. Je pense que si vous allez dans un laboratoire privé, personne qui l'a fait, on fait même des analyses 10 fois plus chères. Donc le débat pour la famille, est-ce que c'est utile de faire toute la famille? Parce que si on trouve un cas dans la famille, normalement il y a une enquête familiale. Elle ne se fait pas, donc on convoque la famille, mais la famille personne ne revient. Donc chez nous, donc, oui, c'est pas moi qui fais ces recommandations-là, parce que si jamais le malheur de tomber sur notre bêta-thalassémie homozygote, c'est l'homozygote aussi, il n'y a pas de solution. Voilà, il faut la faire. Voilà. Même si je ne suis pas très branché sur ce sujet-là, mais il faut le faire. Alors on revient à l'endoscopie haute. Alors quand vous faites une endoscopie haute, il y a des endoscopies avec lésions significatives quand vous lisez le compte rendu. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez œsophage, jonction œsogastrique en place, muqueuse saine, estomac tiré, lac muqueux clair, fundus ordinaire, entre sans anomalie, duodénum, bulle dépose bulle par jusqu'en les deux sans anomalie. Mais vous faites une endoscopie dans le cas d'une carence martiale. Qu'est-ce qui peut expliquer une anémie à tous les niveaux du tube digestif haut? Je commence par le duodénum, c'est une maladie cœliaque. Et à ce niveau-là, les biopsies duodénales doivent être systématiques. Mais aujourd'hui, vous avez une alternative. Quand vous suspectez une maladie cœliaque, la sérologie de la maladie cœliaque peut être un moyen de redresser le diagnostic. Les anticorps anti-endométriose et anti-gliadine. Donc, sur une anémie ferriprive, quand l'endoscopiste ne trouve pas d'explication, il est obligé de faire des biopsies duodénales. Alors, quelles sont les lésions? Donc, sur le duodénal, c'est l'aspect d'atrophie duodénale. On remonte sur le bulbe. Qu'est-ce qui peut expliquer l'anémie ferriprive? C'est un ulcère bulbaire qui peut saigner. Voilà, c'est la lésion la plus fréquente. On remonte sur l'estomac. Sur toute la hauteur de l'estomac, c'est une lésion significative. Entrite érosive, ça peut expliquer. Entrite ulcéreuse, ça peut expliquer. Entrite nodulaire, oui, par le biais de l'atrophie gastrique. Mais déjà, quand il n'y a pas de lésion significative, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'il faut faire des biopsies systématiques quand on fait une endoscopie haute? Sur le plan théorique, oui, parce qu'on est sur une autre logique, c'est celle du dépistage des lésions précancéreuses. Alors, en Algérie, nous avons un petit souci. Nous sommes un pays
à très forte prévalence d'infection Helicobacter pylori et à très faible incidence de cancer gastrique. Mais le problème, c'est que les cancers gastriques sont diagnostiqués chez des sujets jeunes de moins de 50 ans. J'ai fait ce travail quand il y a une atrophie sévère de l'histoire naturelle. La frontière, c'est l'atrophie sévère. L'atrophie sévère, elle est très rare. Mais quand on la trouve, c'est le sujet. Alors vous allez me dire, c'est quoi la population cible? Moi, je dis que pour cette raison-là, à chaque fois qu'on fait une endoscopie haute, il faut toujours faire un bilan lésionnel, histologique. Le but n'étant pas d'expliquer l'anémie, mais de dépister l'atrophie sévère. Sachant que l'atrophie sévère est un mécanisme d'anémie ferroviaire et que ça sera vers la fin un diagnostic d'exclusion. Donc ça veut dire que si l'endoscopiste ne trouve pas des lésions significatives et qu'il y a à l'intérieur un diagnostic d'exclusion susceptible d'expliquer l'anémie, on voit qu'on aura éliminé ce qui se passe au niveau du reste du tube digestif. Si j'étais vous, qu'est-ce que je fais? Je continue, je sais qu'il n'y a pas de saignement, qu'il n'y a pas de processus, qu'il n'y a pas. Je fais un entérocoloscanner et je fais une sérologie de la maladie cœliaque. Avec la sérologie maladie cœliaque et l'entérocoloscanner, je me dis que je suis devant une anémie ferriprive sans lésions significatives. Et ça m'étonne qu'à 6 grammes d'hémoglobine, qu'il n'y ait pas de lésions significatives. Elle a quel âge cette malade 47. Je miserai 9 fois sur 10 sur une maladie cœliaque ou une maladie de Crohn. Maintenant, la maladie de Crohn peut donner une anémie par le biais de ce qu'on appelle la malabsorption ou l'entéropathie exudative. Donc je ferai un entérocoloscanner, j'opacifie et je ferai l'inventaire des anomalies. Est-ce qu'il n'y en a pas? Et c'est à ce moment-là que je vais avancer dans mon enquête éthologique en fonction des résultats de ces examens. Voilà un peu la logique des choses. Il y a un dosage à faire sur le plan de l'information. Comment utiliser l'information? L'hypothyroïdie n'est pas une cause d'anémie ferriprive, elle est souvent associée à une anémie ferriprive par un des mécanismes de la maladie cœliaque dans le cadre de l'auto-immunité. Mais là, on est sur une problématique beaucoup plus complexe. La deuxième question, c'est la ferritinémie, c'est l'insuffisance rénale. De toutes les manières, une ferritinémie doit toujours être basse, doit toujours être normalisée. De surcroît, c'est un insuffisant rénal. Qu'il soit stade 1, 2, 3, 4, la différence entre le 1, le 2, le 3 et le 4, c'est le type de fer utilisé. Plus l'insuffisance rénale est évoluée, plus il y a de la malabsorption associée, on passe à la voie injectable. Et quand j'ai une anémie ferriprive chez l'insuffisance rénale, je vérifie, parce que c'est souvent un sujet à risque cardiovasculaire, qu'il n'y a pas de lésion qui saigne par le biais de la iatrogénie, de l'aspirine que vous donnez comme facteur, comme médicament de prévention du risque cardiovasculaire. Donc voilà un peu le raisonnement. Donc elle doit être toujours normalisée. La problématique, c'est sur le type de fer qu'il faut utiliser. Plus on est avancé, plus on passera au fer par voie injectable. Voilà. Et la dernière, c'était quoi? C'était la bêta-hétérozygote, et je pense que c'est un erreur. Alors, il y avait une question par là. La dame, elle a un micro. Salam alaikum. Je suis une vieille âgée de 90 ans. J'ai surtout en insuffisance cardiaque ischémique. Elle n'a pas d'antécédent, elle est porteuse d'une insuffisance cardiaque. Cardiopathie. Mais ce n'est pas un antécédent, la pathologie est évolutive. Évolutive. Oui. Cardiopathie ischémique. Elle a développé une anémie d'hémoglobine à presque 9. Ok, donc c'est une anémie modérée. Okay. Modérée, elle n'a pas été mise sous traitement. Elle est microcytaire? Non. Elle est normocytaire, normochrome. Alors on va raisonner ensemble. C'est une anémie normocytaire. Normochrome, c'est une femme de 90 ans qui a des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce que normocytaire, normochrome? Régénératif ou régénératif? Régénératif. Comment vous savez qu'elle est régénérative? Non, mais comment vous savez qu'elle est régénérative? Est-ce que vous avez un objectif? Elle a été explorée chez le Non, pourquoi je vous pose la question régénérative? Si elle est régénérative, ça peut être un signe de saignement. Parce qu'on sait très bien qu'à la phase de début du saignement, l'anémie est régénérative. Donc, et la cause d'anémie régénérative, c'est soit le saignement et on est en pleine carence martiale, ou bien on est sur les étiologies des anémies normocytaires. Donc, au montrant c'est un sujet à gérer. C'est quoi les causes? C'est l'insuffisance rénale, c'est l'insuffisance thyroïdienne, c'est éventuellement. On ne sait pas. Comment vous savez qu'elle est fonctionnelle? Quand le Covid, elle a été mais elle ne peut pas faire
une insuffisance rénale fonctionnelle qui traîne sur 5 ans. Elle doit avoir des séquelles, et donc ça, c'est la problématique de l'étiquetage d'insuffisance rénale. C'est le décalage. Donc, je pense que vous n'avez pas toutes les informations pour régler ce problème. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez une partie de l'explication. Il faut explorer votre malade, faire une clearance à la créate, faire un taux de fer, doser la vitamine B12, doser la TSH, et éventuellement un taux d'apodobine. Et une fois que vous avez disposé, éclairci de tableau biologique, parce qu'apparemment, vous aurez les anémies. À mon sens, j'ai comme ça l'impression que c'est une anémie liée à l'insuffisance rénale avec une composante ferritive dont il faudra identifier la lésion sous-jacente. Voilà mon impression de loin. On ne peut pas s'avancer si on ne dispose pas des éléments du raisonnement. Ah, merci. Alors. Bon, on vous remercie pour la présentation. Ma question concernant en cas d'anémie ferritique, et la plupart du temps dans notre pays, c'est les anémies d'apport, les anémies carentielles. On nous a toujours dit de réparer, ensuite de donner 2 à 3 mois en plus pour réparer les réserves. Et alors, première question. Deuxième question, en cas d'hypothyroïdie, le suivi actuellement qu'on constate, c'est de demander le TSH tous les 3 mois et de ne jamais demander la formule, sauf au cours du bilan initial. Troisième question, j'ai un patient de 52 ans, un homme, qui présente une anémie ferritique, microcytaire et peu grand, avec taux de réticulocytes élevé et une hyperferritinémie. Quel peut être le diagnostic aussi? C'est une anémie microcytaire qui comprend hyperferritinémie. Elle est à combien la ferritinémie? La ferritinémie en pourcentage 37% et le taux entre 2 et 7. Donc ils ont donné. Je crois qu'il faut voir un peu plus. Je ne pense pas que ça soit. Elle ne peut pas être hyperferritinémique à 37. L'hyperferritinémie, c'est plus de 500 et plus de 1000. Alors, si c'est plus de 1000 nanogrammes par millilitre, vous êtes dans le cas d'une hémochromatose. Si vous êtes entre 1000 et 700, vous êtes dans les hyperferritinémies réactionnelles qui accompagnent certaines maladies comme les stéatohépatites, comme certaines maladies inflammatoires. Donc, la première question, est-ce que l'hyperferritinémie peut s'accompagner d'une anémie? Oui, au cours des hémochromatoses, primitives en particulier. Et on a un infirmier que j'ai vu il y a quelques mois, c'est une anémie sévère par d'ici d'hémoglobine sur hémochromatose, et qui reçoit actuellement son désespérate. Donc vous devez zoomer un peu plus sur vos datas pour voir quel est le taux de ferritinémie. Maintenant, est-ce que c'est une hyperferritinémie primitive ou bien est-ce que c'est une hyperferritinémie secondaire? Si elle est primitive, c'est de l'hémochromatose et c'est génétique et c'est très rare dans le génie. Si c'est l'hyperferritinémie associée à une pathologie chronique et hépatique, c'est la prédiction que vous pouvez faire. Donc il a 50 ans, il a une anémie, et ce qui est certain, c'est que l'anémie n'est pas due à une carence martiale, selon vos données. C'est une anémie microcytaire hypochondriaque avec réserve entière augmentée. Quand la ferritinémie est augmentée, il y a quelque chose qui vous manque dans le raisonnement, c'est le CRP. Donc, si la hyperferritinémie est légère, vous devez rechercher un syndrome inflammatoire. Si elle est très élevée, alors vous devez rechercher, vous n'avez pas une donnée importante, à combien s'élève la ferritinémie. Plus de 1000, moins de 1000. C'est ça le niveau de classification entre l'hémochromatose, qui est l'hyperferritinémie primitive, c'est-à-dire le maladie génétique, et plus bas, il y a un certain nombre de causes, dont la stéatohépatique, par exemple, les pathologies hépatiques chroniques, et tout ça. Voilà un peu comment le raisonnement face à l'hyperferritinémie. Et voilà. Donc, préciser le taux de ferritinémie, on va avancer ensuite. La deuxième question, en cas d'hypothyroïdie, pour éviter les complications, entre autres l'apparence d'une anémie. Alors, l'hypothyroïdie s'associe à une anémie par 3 mécanismes. Ça dépend de l'étiologie de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, il y en a plusieurs. L'hypothyroïdie de la post-ménopause, et il y a l'hypothyroïdie post-partum. Et il y a l'hypothyroïdie qui suit des thyroïdites infectieuses. Donc ça dépend du pathologie. En général, l'Hashimoto, elle peut s'associer à une anémie, soit par une carence en B12 associée, ou bien une anémie hémolytique auto-immune associée. On est sur le terrain d'auto-immunité. Quand vous avez
une anémie chez quelqu'un qui a une thyroïdite d'Hashimoto, vous devez faire le COMS et doser la vitamine B12. Et puis, c'est des sujets prédisposés au saignement gynécologique. Hein. Et ça peut aussi générer une anémie par le biais d'une maladie cœliaque associée. La thyroïdite d'Hashimoto, ça s'appelle des syndromes choroïdes. Ça, c'est des anémies d'origine multifactorielle. Donc, vous devez faire le tour de toutes ces études. Une fois que vous avez écarté, vous avez bien élucidé est-ce que le mécanisme est unique ou multifactoriel, ça revient à dire est-ce que c'est imputable à l'hypothyroïdie seule ou bien à plusieurs maladies associées. Maintenant, si vers la fin, on estime que c'est dû à l'hypothyroïdie seule, ben à ce moment-là, on traite l'hypothyroïdie. S'il y a d'autres mécanismes associés, on les traite. Il faut vraiment pourquoi je dis la réalité de son une fois qu'on aura illustré les faits. Donc, vous avez pas, les choses ne sont pas très claires. C'est une malade, quand on ne dispose pas de la totalité des données, pour pouvoir mettre en place une stratégie. Car chacun des diagnostics a un ton de stratégie différent. Associé à l'hypothyroïdie, c'est encore une particularité de ce. Et pour ce qui est de faire, ben, on a posé la question tout à l'heure, c'est le taux d'hémoglobine et les niveaux la dose et la durée du traitement. Moi, de 1000 grammes, on va aller de 4 mois jusqu'à 6 mois. Entre 8 et 10, c'est plutôt 3 mois, mais le moment de décision, c'est la normalisation de la fertilité. Et vous le savez. Oui. Pardon, professeur Foutila, si j'ai bien compris la première question. Si j'ai bien expliqué aussi. Donc, vous avez dit que le traitement de l'anémie chez l'insuffisance rénale, c'est la supplémentation, c'est le traitement martial. Non, parce que j'ai dit que l'anémie de l'insuffisance rénale est multifactorielle. Oui. Et je vous ai donné l'exemple du malade qui va à l'étranger, à qui tomber sous érythropoïétine parce qu'on a passé son temps à le mettre sous fer sans ajouter d'érythropoïétine. Donc il faut identifier le mécanisme. Quand on a normalisé la ferritinémie et que l'anémie ne s'est pas corrigée, c'est dû forcément à un déficit en érythropoïétine, lui-même secondaire à l'insuffisance rénale. Il faut voir les choses différemment. On commence avec le traitement martial. Voilà, il y a un objectif. Oui. C'est arriver à un taux de ferritinémie supérieur à 100 nanogrammes. Une fois que la ferritinémie se soit normalisée et que vous avez toujours de l'anémie, c'est forcément un déficit en érythropoïétine. Donc vous allez voir, c'est 3 injections par semaine qui lui changeront de la vie. Le patient qui a il a vécu avec une hémoglobine normale pendant 10 ans. Voilà. Il est décédé d'un syndrome dépressif quand il a eu 78 ans parce qu'il avait marre de toutes ces maladies. La deuxième question, s'il vous plaît, est courte. En cas de syndrome inflammatoire chronique, sachant que le fer est toujours séquestré par les macrophages, donc comment on fait pour avoir la valeur normale de cette ferritinémie? Non, ça devient plus, ce n'est plus le problème de la ferritinémie, qui est normalement augmentée, c'est le problème de l'étiologie du syndrome inflammatoire. Oui. Donc, le syndrome inflammatoire égale un bilan d'organes. Égale d'abord la nature du syndrome inflammatoire, le profil des trophorètes des protéines, les données d'examen clinique. Et donc, on va se retrouver de manière très simple. Est-ce que c'est un syndrome inflammatoire avec souffrance d'organes, sans souffrance d'organes? C'est quoi les éléments de la décision? C'est la température à l'examen clinique, tout simplement. C'est les foyers infectieux, c'est le profil de l'électrophorèse des protéines. Vous avez l'association biennale syndrome carentiel. Donc, c'est tous les détails des syndromes inflammatoires. C'est les maladies infectieuses, néoplasiques, inflammatoires, auto-immunes. C'est vraiment, vous êtes en train de parler toute la médecine. Ça revient à organiser une journée, surtout quand tu t'as tenu devant un syndrome inflammatoire. Mais je dois la communication. Allez, voilà. C'est deux. Comment est-ce qu'on énergie avec le syndrome inflammatoire? Oui. Oui, mais c'est pas très fort. Professeur, j'ai vu dans vos slides champignons. Quels champignons vous avez mis dans certains cas, il y avait des champignons. Les slides. Non, on est dans quelle plaque? Je vous dis, en tout cas, c'était l'arbre décision. Ou est-ce que le traitement adjuvant, par exemple, vous avez parlé du magnésium, il apporte quoi? Parce que même chez la pharmacienne, vous avez dit magnésium plus correction.
Est-ce que c'est utile de les associer? L'enjeu du magnésium chez la femme enceinte est complètement différent. Oui, oui. L'enjeu du magnésium chez la femme enceinte, c'est que c'est une femme souvent stressée. Elle vient consulter chez vous, 3e trimestre, crampes nocturnes, palpitations. Ok, stress. Alors, le magnésium, le problème avec lui, c'est que c'est un calcul intracellulaire. Et donc, la magnésémie n'est pas un bon reflet du pouls magnésémique global. Et donc, on vous est souvent amené à donner un traitement d'épreuve pour comprendre ce qui se passe. Et donc, si une femme, l'indication qui est, je dirais pas validée, mais qui est très intéressante, c'est les crampes nocturnes du 3e trimestre de la grossesse. Ok, ça, les palpitations de la grossesse, souvent, elles viennent sur cas de palpitations. Vous faites un ECG, vous faites un entéro-ECG, vous ne trouvez rien. Alors, la relation entre le stress et le magnésium, c'est un cercle vicieux. Le stress crée un déficit en magnésium, et le déficit en magnésium entretient le stress. La femme enceinte, elle se crée parfaitement à ce point. Donc, la vitamine D et la vitamine C, la vitamine C, je n'irai pas jusqu'à la vitamine C. Je dirais que le magnésium est associé à un certain, il n'est pas clair qu'il soit associé à un certain morbimortalité maternelle, mais retenez une indication, palpitation, crampe du 3e trimestre, chez la femme enceinte, ça arrive pas mal de problèmes. Et puis pardon, le magnésium, c'est pas un problème de carence d'apport, c'est un problème d'équilibre alimentaire. C'est des gens qui mangent déséquilibrés. C'est pas forcément des gens qui ont de mauvaises conditions socio-économiques. Oui? Bon, c'est plutôt un cas clinique que j'ai reçu avant-hier. Donc, il s'agit d'une fillette de 3 ans 10 mois. Pardon, une vieille? Une fillette. Ah, une fillette de? Une fillette de 3 ans 10 mois. 3 ans et 10 mois. Voilà. Pédiatrité, juste. Elle est diagnostiquée comme anémie carentielle. Ils ne sont pas mentionnés la carence de quoi. Ok. Elle vient de consulter pour des pics de fièvre qui durent de 10 jours, chaque 3 mois, presque chaque 2 mois. Fièvre chiffrée à 40. Okay. 100 mg de protéines, on trouve une certaine élévation de l'hémoglobine totale, mais elle est moins de 5 ans. Donc, c'est un interprétable. La FMS du jour qui est fait, on a une considérée pour prendre des 10, mais il n'y a pas l'hémoglobine totale qui est 10, 10,7. Ok, c'est tout. CRP négatif, examen négatif, il y en a rien, et les organes il y en a. Et vous êtes sûr qu'elle a de la température? C'est chiffré. Et que le CRP soit normal. CRP négatif. Échographie, le syndicat lui a demandé une échographie à je ne sais pas pourquoi, mais c'est négatif. Et ça fait combien de jours que la fièvre dure? Le jour que la consulté, ça fait 6 jours. On ne sait pas, mais là vous avez un problème de monitorage. Quand vous avez mal pareil, qu'est-ce que vous faites? Vous identifiez les problèmes. C'est une fièvre avec ou sans signe de souffrance locale. Déjà clinique. Ok. Cliniquement, ça ressemble à ce qu'on dit une fièvre isolée. Ok. Ça s'appelle une fièvre isolée aiguë. Quand vous avez l'anémie, vous ne savez pas si elle est récente ou ancienne. Ok. Donc il faut faire le monitorage. Mais je ne pense pas que la priorité en l'état actuel des choses soit l'anémie. 10 grammes, c'est pas mal toléré. C'est pas sévère, c'est une anémie modérée qui ne semble pas être inflammatoire puisque vous dites que le taux de CRP est normal. Ça m'étonnerait qu'avec 42 fièvre, le taux de CRP soit normal. Je referai le CRP. Et moi, mon problème, dans un premier temps, la fièvre est un épiphénomène, ce n'est pas le problème central. Elle s'ouvre, ce qui l'intéresse, c'est sa température. Donc vous devez élucider le problème de l'étiologie de la fièvre. Et je pense qu'on vous a fait une belle démonstration de l'enquête étiologique face aux fièvres. Une fois que la fièvre soit identifié sur le plan étiologique. Je ne sais pas, statistiquement parlant, c'est souvent des infections. Ouais. Donc c'est une malade qui est justiciable d'un monitorage, une fois l'épisode aigu passé. Donc le premier cas de figure, l'anémie disparaît avec l'événement aigu. Ok, on fait partie de l'événement. Deuxième hypothèse, l'anémie est toujours là, il faut maintenant faire la typée, évaluer le hydritique, faire une ferritinémie, ça c'est le minimum, et puis évoluer en fonction des données que vous allez exploiter sur la tête. Donc il faut savoir prioriser. Ça aurait été une anémie mal tolérée à 5 grammes par décilitre d'hémoglobine, ça aurait été avec la fièvre le problème du moment. Et puisque c'est une anémie légère, à 10 grammes par décilitre, ce n'est pas la priorité du moment, je règle le problème éventuellement infectieux, je récupère et je fais ce qu'on appelle le monitorage. Voilà, c'est une question de bon sens. C'est les priorités qu'il faut définir.
veux apprendre le texte.